Aujourd'hui, je vais reprendre un thème que j'avais développé il y a quelques années concernant le savoir, la vérité, l'opinion vraie. Et c'est un thème que Lacan développe dans le séminaire 2 consacré au moi dans la théorie de Freud. Et c'est précisément dans dans la deuxième leçon qu'on retrouve ce thème lorsque Lacan reprend un écrit de Platon intitulé Le Ménon. Et on va voir qu'il y a trois points qu'on peut extraire de cet écrit de Platon qui sont très utiles à la psychanalyse. Avant de passer à ces points, faisons un petit résumé, un petit topo de ce qu'on retrouve comme contenu, de manière très rapide, ce qu'on retrouve comme contenu dans cet écrit de Platon, Le Ménon. Alors, Le Ménon est tout un écrit qui va essayer de répondre à une question qui est posée par Ménon, qui est qu'est-ce que la vertu? Et dans cet écrit, on peut trouver deux parties différentes. La première partie est suite à une série de questions et réponses, questions de Ménon, réponses de Socrate et vice-versa. Après que Ménon dit, mais si on ne sait pas ce que c'est quelque chose, voilà, si on ne sait pas ce que c'est la vertu, comment est-ce qu'on peut chercher quelque chose qu'on ne connaît pas, dont on ne sait rien? Et là, Socrate, parce que Platon, dans ses dialogues, met comme principal personnage Socrate va reprendre cette théorie qu'il a de la réminiscence, une théorie qui exprime cette idée qu'en chacun de nous, il y a des vérités éternelles qui sont là, présentes depuis toujours, depuis qu'on est, seulement qu'on n'est pas conscient de ces vérités éternelles, de ce savoir. Pour arriver à prendre conscience de ce savoir, eh bien, il faut se souvenir, la réminiscence. Et comment pouvoir se souvenir? Eh bien, il faut qu'il y ait un dialogue entre une personne qui ne sait pas et une autre personne qui sait, qui va conduire la personne qui ne sait pas à se souvenir, à pouvoir accéder à cette réminiscence de ce savoir qui habite en chacun de nous. Et ce processus est appelé maïotique, accouchement, c'est-à-dire à travers une série de demandes, de questions, de réponses, on va permettre à une personne de pouvoir se rappeler, pouvoir opérer cette réminiscence. Et Socrate va faire une démonstration. Il y a un esclave et il va démontrer que s'il va poser toute une série de petites questions, il va permettre à cet esclave de pouvoir résoudre un problème. Quel est le problème? Socrate pose la question à l'esclave, il y a un carré, comment doit-on faire pour doubler la superficie de ce carré? L'esclave va répondre d'une manière intuitive, c'est en doublant deux côtés du carré qu'on va trouver un grand carré qui est le double du premier carré. La réponse est fausse parce qu'on arrive à un grand carré qui n'est pas le double mais qui est 4 fois plus grand. À travers toute une série de questions que Socrate va poser à l'esclave, finalement l'esclave va pouvoir trouver la solution. La deuxième partie de cet écrit de Platon, Le Ménon, l'accent va se déplacer sur un autre aspect qui est l'opinion vraie. Alors si la première partie est centrée
sur l'épistème, sur le savoir. Et c'est ça la grande nouveauté de Socrate, c'est d'avoir commencé à instituer des savoirs liés, un savoir cohérent, scientifique. C'est ce que les Grecs appelaient l'épistème. Et c'est ce que nous, on appelle un savoir expérimental. Dans la deuxième partie, le curseur va être déplacé sur l'orthodoxa, l'opinion vraie. C'est-à-dire qu'il y a des situations, par exemple le commandant d'une bataille qui doit prendre une décision là sur le moment même, et le savoir ne suffit pas, parce qu'il doit tenir compte de plusieurs variables sur le moment, et c'est lui à décider. C'est là l'opinion vraie, c'est pas un savoir préétabli, constitué, qui va lui permettre de pouvoir faire opérer la meilleure décision. Et c'est là qu'est l'opinion vraie. Voyons maintenant, après ce topo très rapide du contenu de cet écrit de Platon, voyons maintenant les trois aspects que Lacan va extraire de cet écrit qui sont interpellants, utiles pour la psychanalyse. Alors, le premier, il avait été cité par Alexandre Coéré quelques jours avant lors d'une conférence où il va mettre en perspective, en parallèle, la maïeutique de Socrate avec le processus analytique. C'est-à-dire là où Socrate va amener, par exemple, l'esclave dans le Ménon, va amener l'esclave à travers toute une série de questions à accéder à un savoir. Ce savoir, bien qu'il était là, présent depuis toujours, et c'est l'insu, eh bien, il va pouvoir, à travers des questions, va pouvoir le rendre conscient. Et c'est là qu'on voit la similitude avec le processus analytique. C'est le patient qui ne sait pas, qui doit découvrir à travers le processus analytique, en partie à travers la parole de l'analysant, en partie à travers les questions que l'analyste peut poser. L'analysant va pouvoir découvrir et donc accéder à un savoir. Et là, on voit donc cette similitude entre les deux. Manoni, qui était présent lors de cette conférence et présent dans cette deuxième leçon lors du séminaire de Lacan, va tout de même poser quelques critiques vis-à-vis de cette similitude, car il dit qu'il y a une grande différence, il y a tout de même une différence importante entre les deux, c'est que dans le cas de la maïeutique de Socrate, c'est d'accéder à un savoir scientifique, alors que dans le cas de l'analyse, il s'agit d'accéder à un savoir historique. Lacan va accepter cette remarque de Manoni, bien qu'il va remettre aussi l'attention sur la possible similitude entre les deux concernant ce processus du passage de l'insu au savoir, qu'il y a un savoir inconscient. Voyons maintenant les deux autres aspects, parce que Lacan va bien le souligner lors de cette séance. Ce qui va plutôt l'intéresser, Lacan même, et ce que pour Lacan intéresse le plus la psychanalyse, ça va être ces deux autres aspects. Voyons-les dans les détails. Le deuxième aspect, c'est que on voit bien que l'écrit de Platon est divisé en deux parties. La partie centrée sur l'épistème, sur un savoir lié, cohérent, et l'autre sur l'orthodoxe, l'opinion vraie, sur un savoir qui n'est pas lié, c'est sur la vérité. Et il y a dans cette division en deux parties de l'écrit de Platon une séparation de plans. C'est-à-dire que dès le départ dans notre culture où se constitue, grâce à Socrate, cette démarche
créer un savoir scientifique, eh bien, dès sa naissance, dès la naissance de cette démarche, eh bien, Socrate va citer l'autre plan. Il y a une séparation de plans, il y a un décentrement. Voilà, c'est un mot très important dans ce séminaire, décentrement, car pour Lacan, c'est la grande découverte de Freud, le moi et l'inconscient. Le décentrement. Il y a un décentrement, il y a une séparation de deux plans. L'un qui est un savoir cohérent, lié, et l'autre qui est autour de la vérité. Eh bien, le premier ne recouvre pas tout. Voilà. Ne recouvre pas l'autre plan qui est décentré, qui est celui-là de la subjectivité, qui est celui-là de la vérité naissante. Et c'est cet aspect-là sur lequel Lacan met l'accent. Mais il y a un troisième aspect, aussi important. Platon, quand il fait parler Socrate, et Socrate donc pose les questions à l'esclave, à travers toute une série de petites questions, l'esclave va accéder à un savoir. Mais attention, il y a un saut, c'est-à-dire que l'esclave va y arriver d'une manière pas à pas, de manière intuitive à un certain savoir, parce que le savoir est présent. Il y a un aspect symbolique du savoir qui est présent dans la tête de Socrate, qui est la racine carrée. Et ce symbole de la racine carrée, qui est présent dans la tête de Socrate, eh bien, comme tout symbole, quand il apparaît, eh bien, il va donner cette certitude d'être là depuis toujours. Voilà pourquoi des vérités, des savoirs éternels qui sont présents en chacun de nous. C'est que le symbole, quand il apparaît, eh bien, il est éternel. Il va rétroactivement reprendre dès le début, dès la naissance de tout savoir, être présent dès le début. Et va occulter donc cette phase que là on retrouve dans cette succession de questions que Socrate pose à l'esclave, va méconnaître, va occulter cette partie intuitive de la vérité naissante. Et c'est autour de ce symbole qui va se présenter comme éternel et qui va s'imposer, qui va occulter le moment de la vérité. Et là, on voit bien le décentrement des plans aussi. Et c'est autour de ce symbole, du symbolisme, que Lacan va relier la pulsion de mort de Freud. La pulsion de mort, c'est ce savoir qui est lié et qui continue continuellement à se représenter comme s'il était là depuis toujours, en dépit de la volonté de l'individu. Et s'impose au moi, en occultant cette autre partie de la vérité du sujet. Et ici, Lacan voit aussi l'utilité de ces réflexions concernant les théories psychanalytiques, la psychanalyse comme théorie et comme pratique, car la psychanalyse a accumulé elle-même aussi un certain savoir, le stade oral, anal, phallique, et toute une série d'autres épistèmes dans le domaine de la psychanalyse. Mais attention, le risque, comme tout symbole, c'est qu'on va prendre ces théories, vont donner cette certitude que le savoir est là depuis toujours et va s'imposer en dépit, et va occulter, occulter la partie naissante. Comment ça s'est développé dans la pratique, où le domaine le plus important est la vérité naissante, comment elle apparaît. Et donc, oui, on peut tenir compte de la théorie, mais il faut toujours, après, savoir s'en détacher et continuer le tranchant même de la psychanalyse, qui est la pratique, où on voit
une vérité naissante. Donc, le risque, c'est que la théorie devient comme la pulsion de mort, va s'affirmer et va provoquer un ritournel continu, empêchant de progresser, de la faire bouger. C'est ce que était l'intention, qui a été la démarche de Lacan. Et cela en tenant compte donc de cette autre dimension qui est l'opinion vraie, l'orthodoxa, la vérité naissante qui est au cœur même de la pratique analytique. Et bien voilà en ce qui concerne ce thème que j'avais déjà développé il y a quelques années. Prochaine vidéo, au revoir.